Dans Le Seigneur des Anneaux, une bague à l'aspect plutôt ordinaire possède 1001 pouvoirs. Celui qui détient cet anneau peut devenir invisible, immortel, il voit sa force augmenter, il ne vieillit plus et peut comprendre les créatures des ténèbres. Tout cela relève de la fiction, mais est-ce pour autant totalement faux ? Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Certains bijoux n'augmentent-ils pas nos pouvoirs ? Certains bijoux ne nous rendent-ils pas invincibles ? Certaines pierres, certains diamants. Notre diamant bleu. C'est en tout cas ce que semblent penser les rois qui collectionnent les pierres, en sertissent leurs couronnes et se façonnent d'extravagantes parures et insignes pour exprimer leur puissance. Le fameux insigne de la toison d'or, que Louis XV se fit fabriquer, en est une. Symbole du rayonnement du pouvoir absolu et de son renversement. Au milieu de cet insigne, brille un étonnant diamant bleu, héritage de Louis XIV, son arrière-grand-père. La gemme semble elle-même receler 1000 pouvoirs. Nous sommes le 11 septembre 1792, hôtel du garde-meuble, en pleine nuit. Un groupe d'audacieux escalade la façade d'un des plus beaux bâtiments de la place de la Révolution à Paris. Personne ne les remarque. Ils percent le volet au vilebrequin et entrent par effraction dans le salon principal. À l'intérieur, ils ouvrent une armoire. Elle est pleine de bijoux et de pierres précieuses. L'actuel hôtel de la Marine, sur la place de la Concorde, c'était le garde-meuble de la Couronne. Paul Paradis, historien de l'art et professeur à l'École des Arts Joailliers. Et depuis 1791, toutes les pierres de la Couronne étaient conservées dans cet endroit. Vous aviez des dizaines de milliers de diamants, des perles, des rubis, des spinels, des émeraudes, les régalias des rois de France. Et donc, ils ont réussi à dérober l'équivalent d'un demi-milliard d'euros, de 7 tonnes d'or, 9000 pierres, dont la toison d'or. Un des voleurs s'appelle Cadet Guillot. C'est un jeune escroc. Il sait à peine qu'il est venu voler les bijoux de la couronne. Une lumière de feu étincelle entre ses mains. Une lumière dont il ne s'explique pas l'origine. Le bijou est plus lourd que tous les autres. Il est surtout plus étrange. Il le regarde de plus près. Sa structure en or déborde de grosses pierres jaunes, blanches et rouges. Dessus, une forme de dragon taillé dans un spinel, une pierre semblable au rubis. Sur le dos du monstre, 2 ailes sont déployées. De sa gueule sort une gerbe de flammes en pierre fine. Une toison de bélier couverte de pierres précieuses pend de la branche d'un arbre. Un énorme diamant bleu brille comme un bout de ciel accroché sur la parure. Quelque chose de sacré et de mystérieux semble transparaître. Cadet Guillot se perd dans la contemplation de ce bleu intense. Il ignore qu'il vient de mettre la main sur le bijou le plus important de la couronne de France, la quintessence du pouvoir royal. Cadet Guillot en ignore l'histoire et la valeur, une histoire d'amour, d'ambition et de pouvoir. L'insigne de la toison d'or était un bijou, une création mythique dans son savoir-faire, l'utilisation des pierres très importantes de la collection royale, dont le bleu, le basu, la côte de Bretagne. Et en fait, le savoir-faire dans cette pièce, c'était une chose. L'autre chose, c'était la symbolique. Tous les monarques de l'Europe ont regardé cet insigne, ils l'ont admiré.
Et donc, c'était l'enjeu de Louis XV de montrer son pouvoir à travers ces pierres imposantes. Et quand ça a été volé, c'était dramatique pour la France. Ils ont récupéré une partie des pierres, mais pas tout. C'était vrai, c'est une perte pour l'humanité, en fait. Pour comprendre ce bijou, il faut remonter 40 ans en arrière. Précisément le 25 février 1745, lors du bal masqué donné en l'honneur du mariage du dauphin du trône de France. Le fils de Louis XV épouse l'infante d'Espagne. Les plus grands d'Europe sont réunis. Dans la galerie des Glaces au château de Versailles, c'est un grand bal déguisé. Diane chasseresse danse avec Hercule. Des Ottomans conversent avec les Argonautes. Jupiter, en culotte de velours, voudrait approcher un ministre. Le roi d'Espagne est affublé d'une décoration agrafée à un grand ruban de soie rouge. Mais ce n'est pas une parure de pacotille. Partout, des petits diamants et de petits rubis. Dessous, la carcasse d'une sorte de mouton en or massif pend comme un trophée antique. C'est l'insigne de la Toison d'Or, l'un des plus vieux ordres de chevalerie d'Europe, un des plus sacrés aussi. Seuls les hommes illustres en ce bas monde peuvent y prétendre. La Toison d'Or est un symbole solaire. Sa conquête permet d'obtenir le statut de héros et, pour certains, la souveraineté. L'ordre de la Toison d'Or, c'était la création de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. C'était une époque très très mouvementée. Et donc Philippe le Bon a voulu créer cet ordre pour vraiment rallier la fidélité de ses confrères autour de lui. Et donc le choix de la Toison d'Or, ça symbolisait vraiment l'union étroite de ces nobles avec les ducs de Bourgogne en 1430. Donc c'était une importance historique capitale. Le roi d'Espagne est le chef de l'ordre de la Toison d'Or. Il approche du roi de France. Une alliance nouvelle vient d'être scellée entre les deux monarques. Elle laisse présager un avenir paisible et glorieux. C'est ce moment que choisit le roi d'Espagne pour ordonner le roi de France chevalier de la Toison d'Or. Louis XV est d'autant plus fier d'être fait chevalier de cet ordre que Louis XIV, son arrière-grand-père, ne l'a jamais été. À l'autre bout de la galerie des Glaces, déguisé en nymphe, avec les hommes de son entourage, Louis XV, auréolé de sa nouvelle distinction, approche d'une jeune et belle femme en habit de Diane chasseresse. Elle s'appelle Mademoiselle d'Étiole. Le roi tombe immédiatement sous le charme. Quelques mois plus tard, tout le monde la découvre sous le nom de Marquise de Pompadour. Sans le savoir, c'est à ce moment qu'est scellé le destin de la Toison d'Or. La marquise de Pompadour est devenue la favorite du roi, ça c'est connu. Elle était Jeanne-Antoinette Lenormand d'Étiole et il va la nommer marquise en lui donnant le domaine de Pompadour. Et elle va, à travers sa vie, jouer un rôle très important comme ambassadrice des arts, la peinture, la sculpture, la manufacture de Sèvres, dont elle possédait une collection incroyable, des centaines de pièces. Elle a eu une influence sur cette commande de l'insigne de la Toison d'Or. On sait que, par exemple, les pierres colorées, les diamants qui étaient colorés par derrière sur cet insigne, c'était une technique qu'elle avait suggérée. Quatre ans plus tard, janvier 1749. La Pompadour est étendue sur une chaise longue, seule. 2 chandelles brûlent sur la table. Et c'est elle à ce moment qui voit clairement que pour faire étinceler le règne de son roi, et peut-être dans le même temps sauver sa tête, il lui faudra entreprendre quelque chose de nouveau et concevoir la plus belle et la plus grande décoration qui soit. Elle fait venir ses 2 favoris, Jacques Guay et Pierre-André Jacquemin,
Le premier était graveur sur pierre, le second, joaillier du roi. L'époque de milieu du XVIIIe siècle, c'est une époque de polychromie. Ces femmes de cour, elles adoraient ces petits jardinetti, ces bagues avec des bouquets de fleurs stylisés, avec des pierres de couleurs, de toutes les couleurs. Et Madame de Pompadour et Louis XV, peut-être, ont été séduits par la polychromie, le goût pour les jardins. Oui, je pense qu'on peut dire que dans l'art rocaille ou de Louis XV, de cette période avant le néoclassicisme, on peut dire que la couleur jouait un rôle dans la joaillerie et peut-être les pierres de couleur ont séduit justement pour cette raison. La présentation de la Toison d'Or a lieu un soir de novembre de la même année. Pierre-André Jacquemin et Jacques Guay attendent dans le petit salon. Le roi est de bonne humeur. Les deux artisans découvrent un somptueux bijou. Un bijou inégalé et inégalable. Le bélier est constellé de 112 diamants peints en jaune à leur revers. Il est suspendu au diamant bleu de Louis XIV, entouré de flammes serties de 84 diamants peints en rouge et séparés par 4 diamants en rond, chacun de 5 carats. Ils sortent de la gueule d'un dragon lui-même taillé par Jacques Guay dans le spinel appelé Côte de Bretagne, au-dessus duquel brille le grand diamant bleu Basu de 32 carats. Sans compter les saphirs jaunes et les 282 petits diamants qui ornent la queue et les ailes du dragon. Tous les plus prestigieux joyaux de la couronne. C'est un bijou extraordinaire. Louis XV prend la décoration entre ses mains. Il l'accroche à sa poitrine, presque tremblant. La Pompadour se sent victorieuse. Le roi, l'égal des grands empereurs. Cette pièce de joaillerie était vraiment un tournant dans l'histoire de la joaillerie pour plusieurs raisons. L'utilisation de ces gemmes extraordinaires, 2 diamants bleus, dont un de 115 carats. C'était la première fois qu'une insigne apporte cette pierrerie. Et les techniques qui sont utilisées sont assez extraordinaires. Dans le savoir-faire de l'époque, vous n'aviez jamais autant de pierres, il me semble plus de 400 diamants, qui sont sertis d'une manière pour faire un pavé. Je dirais oui que c'était un tournant dans l'histoire de la joaillerie française. Dans l'hôtel du garde-meuble, une seconde troupe d'hommes rejoint la première, suivie d'un autre groupe. Ils sont bientôt plus d'une trentaine à passer dans les salons. L'insigne de la Toison d'Or est tombée. Elle passe de main en main. On s'extasie, on est émerveillé. Les voleurs se sentent pousser des ailes, ils ont comme pris le pouvoir. On amène les chaises, on sort les bouteilles, on installe une table géante, les tapisseries et les tableaux passent par la fenêtre. En tout, le casse du garde-meuble de la place de la Révolution dure 5 nuits. Les gardes interpellent les voleurs aux poches remplies de petits diamants. En échange d'un sursis, tous se dénoncent entre eux, mais 17 sont condamnés à mort. Cadet Guillot, l'homme qui a dérobé la Toison d'Or, reste lui introuvable, tout comme le bijou le plus précieux du royaume. L'insigne de la Toison d'Or et son diamant bleu évanouis dans la nature. L'un et l'autre seraient partis en Angleterre. Mais cela, c'est une autre histoire. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Avec la participation de Paul Paradis, historien de l'art et professeur à l'École des Arts Joailliers. Écrit par Martin Kenéan et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.